Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Laetitia Luce, infirmière en santé au travail. Et moi, Amandine Renaudot, infirmière en santé au travail également. Donc, nous allons attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter et pouvoir assister au début du webinaire. Donc, en attendant, juste vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, nous sommes ensemble pour environ 30 minutes. Vous avez dans la partie droite de votre écran un chat où vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons en fin de session. Donc, on se garde un petit temps à la fin pour pouvoir échanger et répondre à vos questions. Ce webinaire, il va s'articuler autour de 5 parties environ. Donc, ça sera une partie un petit peu généralité, de la réglementation autour des accidents et de la responsabilité, les facteurs de risque, les effets sur la santé des accidents de la route et des mesures de prévention que l'on peut mettre en place au sein de l'entreprise. Du coup, on va commencer tranquillement. Donc, par notre première partie. Alors, les deux types d'accidents, il y a les accidents de trajet et les accidents de mission. Donc, un accident de trajet, c'est lors d'un déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration. L'accident de mission, c'est un déplacement nécessaire à l'exécution du travail. Donc, on a un petit schéma avec des couleurs qui regroupe un petit peu les différents types d'accidents. Donc, on voit en rose, il y a la zone de l'accident de travail. Donc, c'est soit le chantier, le déplacement entre le chantier ou l'entreprise et le lieu où s'effectue la mission. Donc, par exemple, un salarié qui va passer à l'entreprise pour récupérer du matériel avant d'aller sur son lieu de travail, son chantier, le trajet entre l'entreprise et le lieu où s'effectue la mission. Donc là, on retrouve l'accident de mission. Tout ce qui est en orange, c'est l'accident de trajet. Et tout ce qui est dans la zone verte, c'est l'accident de droit commun. On a essayé ensuite vraiment de résumer au niveau réglementation et responsabilité, parce que c'était vraiment un gros dossier. Donc, on va vraiment essayer de faire simple. Après, si vous avez des questions plus précises, on essaiera d'y répondre en fin de webinaire et tout simplement, si on n'a pas la réponse, on se renseignera, on reviendra vers vous sans souci. Il faut savoir qu'on ne vous a pas dit, mais en fin de webinaire, même quand il sera terminé, ce sera possible de continuer à nous écrire par mail et nous vous répondrons par la suite. Donc, dans la réglementation et les responsabilités en cas d'accident, donc il faut savoir que le Code de la sécurité sociale, comme le disait très bien Laetitia, considère comme accident du travail donc tout accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit sa cause. Et l'accident de trajet, lui, est celui qui se produit d'une part pendant le trajet normal d'aller-retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail, ou d'autre part entre le lieu de restauration habituel du salarié et son lieu de travail. Ça va commencer on commence la réglementation, la responsabilité par une démarche d'évaluation du risque routier. Il faut savoir que le Code du travail fait obligation à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés. Donc, il y a des principes généraux de prévention qui sont énumérés dans le Code du travail et qui doivent servir vraiment de guide à l'employeur pour atteindre ses objectifs.
Il précise également qu'il y a une démarche qui implique une évaluation de tous les risques auxquels donc, sont exposés les salariés, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, des process mis en œuvre et des équipements de travail utilisés, par exemple. C'est vraiment à l'occasion de cette évaluation que l'employeur devra prendre en compte les risques auxquels sont exposés ses salariés dans le cadre de l'activité de conduite et apprécier les conséquences éventuelles. Au niveau de la prise en charge, l'accident de la route au travail ou l'accident de trajet sont tous les deux donc pris en charge, comme je le disais, par le Code de la sécurité sociale. Le salarié n'a pas à prouver une faute quelconque de son employeur pour que son accident de travail ou accident de la route soit indemnisé par la sécurité sociale. La répartition est vraiment automatique, mais forfaitaire par contre. Lorsque le salarié d'une entreprise est victime d'un accident de la route, lors de son travail, les prestations destinées à l'indemniser sont souscrites au compte de l'employeur de l'établissement. Donc, il faut savoir que par rapport à ça, le taux de cotisation accident du travail de l'entreprise augmentera donc en conséquence. Au niveau des responsabilités, donc on a, comme on disait, la responsabilité de l'employeur. Donc en particulier donc sur le risque routier, pour l'employeur, il y a une véritable obligation juridique susceptible de mettre en jeu vraiment sa responsabilité. Lorsqu'il met à disposition de ses salariés un véhicule, il doit permettre à ses salariés de pouvoir exécuter son contrat de travail avec un véhicule qui a donc un maintien en état de conformité, de bon fonctionnement des véhicules en tant qu'équipement de travail. Il doit avoir un entretien qui doit être régulier, des choix de mode de déplacement les plus sûrs possibles, avec une gestion des communications, d'organisation du travail, des pauses, tout ça. Si un défaut de mesure de prévention dans le domaine des déplacements routiers est à l'origine d'un accident de la route au travail, il faut savoir que l'employeur sera personnellement mis en cause au niveau pénal. L'employeur est également responsable en cas de dommage sur un tiers. Au niveau de la responsabilité du salarié, donc le salarié est considéré sur la voie publique comme tout conducteur. Et c'est sur lui donc, que va peser l'obligation de respecter les règles de conduite du code de la route. Donc, comme tout à chacun, interdiction de téléphoner au volant, respecter les limitations de vitesse, les feux de signalisation, etc. Le code de la route rappelle également que c'est au conducteur du véhicule qu'il est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule. Le salarié conducteur pourra également voir sa responsabilité donc pénale recherchée, comme tout à chacun, s'il est à l'origine d'un accident corporel, une faute d'imprudence ou de négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence de la part du conducteur devra avoir été donc, la cause immédiate ou déterminante du dommage. Et le Code du travail rappelle également qu'il appartient et qu'il est propre que les mesures d'instruction, les consignes et les formations reçues sont propres à chacun. Donc, si ça a été reçu par le salarié de la part de l'employeur, il doit vraiment prendre soin de sa propre sécurité et de celle des autres. Donc, on va passer maintenant aux facteurs de risque. Alors, quels sont les facteurs de risque dans le risque routier? Voilà, c'est juste un rappel parce que dans toutes les campagnes de prévention de la sécurité routière, on retrouve tous ces éléments. Il y a la somnolence. Un accident mortel sur 3 est lié à l'endormissement au volant. Donc, il faut savoir que 17 heures de veille active, c'est l'équivalent de 0,5 g d'alcool dans le sang. Donc, ça donne une petite sensation d'ébriété quand on est en privation de sommeil. Les signes qui peuvent alerter de ce début de somnolence, c'est des difficultés de concentration, des bâillements, engourdissement au niveau des jambes, un besoin incessant de changer de position, des raideurs au niveau de la nuque, des épaules, etc. Donc, pour limiter ce risque de somnolence au volant, il faut partir reposer après donc, une nuit de sommeil réparateur, essayer de faire des pauses toutes les 2 heures, ne pas conduire au-delà des limitations de vitesse, car on va le voir, la vitesse entraîne une fatigue supplémentaire. Éviter la prise de médicaments, ça aussi on verra un petit peu en détail tout à l'heure,
comment déchiffrer un petit peu sur les boîtes de médicaments ce qui peut être un petit peu dangereux. Et éviter de prendre la route après un repas trop lourd, qui peut être source de somnolence. Un deuxième facteur, la vitesse, qui est la première cause de mortalité. Le risque, c'est d'avoir des accidents plus fréquents et plus graves, car il y a une augmentation des distances de freinage, une réduction de possibilités de faire des manœuvres, et la violence des chocs est plus importante avec la vitesse. L'augmentation du stress et de la fatigue aussi, liée à la vitesse, car on est plus concentré et on a une adaptation plus importante du champ de vision qui, du coup, entraîne de la fatigue. Autre facteur de risque, l'alcool. Donc, même en petite dose, l'alcool agit quand même sur le cerveau. Donc, il entraîne des modifications de perception, les distances, les reliefs, etc. Il diminue le champ visuel. Il y a une sensibilité à l'éblouissement qui est plus importante. La vigilance et la résistance à la fatigue sont diminuées. Il n'y a pas d'alcool fort et d'alcool faible. Contrairement à ce qu'on peut le croire, c'est que si on respecte les doses basses, par exemple, il y a autant d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de whisky. Donc ça, c'est une fausse croyance de se dire, bon, j'ai bu qu'une bière, c'est pas bien grave, il y aura quand même un effet au niveau du système nerveux. Après, au niveau de la réglementation, je ne rentre pas dans les détails, mais en fonction de la gravité de l'accident, si l'alcool est en jeu dans l'accident, les amendes et suspension de permis et emprisonnement seront différents en fonction de la gravité de l'accident. Au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le risque de consommation ? Mettre en place une réglementation interne, donc ça peut être règlement intérieur, une note de service, qui va prévoir soit l'interdiction de consommation sur le lieu de travail, soit le recours à, par exemple, du dépistage comme de l'éthylotest pour, dans certaines situations, sur des postes à risque, etc. Donc ça doit être bien stipulé dans le règlement intérieur. Il peut y avoir aussi la mise en place d'un protocole de gestion des comportements inhabituels. Donc là aussi, c'est pour recueillir, c'est pas pour faire un diagnostic, c'est pour vraiment recueillir un comportement qui me paraît inhabituel. Donc ça peut être fait soit par le responsable, soit par aussi les collègues de travail qui vont dire il y a quelque chose, il n'est pas dans son état normal. Donc on fait remonter ça, on l'acte sur une feuille et donc après ça peut déboucher sur un entretien avec le salarié. Et bien sûr, des actions de prévention et de sensibilisation. En ce qui concerne les deux derniers facteurs de risque, les drogues et médicaments. Donc, les drogues, ça double le risque d'être responsable d'un accident mortel, car ça a aussi un effet sur le système nerveux, avec une perte de réflexe, une baisse de la vigilance, une mauvaise coordination, des comportements qui peuvent être irrationnels avec le sentiment de contrôle de soi, de désinhibition. Les médicaments qui agissent, comme on a vu tout à l'heure également, sur le cerveau, il peut y avoir des interactions même entre certains médicaments et avec l'alcool. Donc sur les boîtes de médicaments, 3 petits pictogrammes en fonction de la couleur, la vigilance doit être différente. Donc il y a les jaunes, donc là il faut être prudent, il faut lire la notice pour voir les effets secondaires, mais on peut conduire. Au niveau du petit triangle orange, il est préférable de demander un conseil à un professionnel de santé, donc par exemple au pharmacien qui va délivrer les médicaments. Par contre, le pictogramme rouge, c'est pas de conduite sans avoir l'avis de son médecin traitant. Après, bien évidemment, pour les médicaments, l'effet sera différent en fonction de la sensibilité de chacun et de la dose de chacun. Et un dernier point, téléphone portable. Donc, c'est la 4e cause de mortalité routière. C'est une source de distraction, donc autant visuelle, cognitive, auditive que physique, parce qu'il augmente le temps de réaction, il augmente le temps de freinage, et il diminue les distances de sécurité. On a tendance à zigzaguer, et il faut savoir que répondre à un SMS au volant multiplie par 23 le risque d'avoir un accident.
l'autorisation de téléphoner avec le Bluetooth, il y a une tolérance de téléphoner avec le Bluetooth. Par contre, c'est pas du tout comparable au fait de discuter avec le passager ou d'écouter la radio, car on est un petit peu plus concentré sur la conversation quand on est au téléphone que, par exemple, lors d'une discussion. Et quand on est en discussion avec un passager à côté, la personne, elle est là aussi pour aider à prévenir un danger. Elle peut alerter, elle va s'arrêter de parler quand elle va voir une difficulté qu'on n'aura pas du tout avec quelqu'un qui est à l'autre bout du fil. Donc, voilà. Les facteurs de risque. On va passer donc sur les effets donc, sur la santé. On a essayé de regrouper les chiffres de 2020. Donc, il faut savoir que par rapport à 2020, il y a quand même eu la crise sanitaire liée au Covid-19, donc avec des accidents de travail sur la route qui ont reculé quand même de 18%, et des accidents de mission donc de 11%. Donc, les chiffres de 2020 vont être autour de 50 000 personnes qui auront été victimes quand même d'un accident de la route lié au travail, dont en gros 11 600 pour des accidents de mission et 38 000 pour des accidents de trajet. Donc c'est quand même énorme malgré les conditions qu'on connaît tous. Alors, il y a différents effets sur la santé. Il va y avoir d'abord des dommages qui vont être corporels, ou lors d'une collision frontale, les lésions qui vont mettre en jeu le pronostic vital des occupants sont principalement celles qui vont toucher le thorax et la tête. Quant au handicap, ils sont majoritairement dus à des lésions cérébrales et des lésions des membres inférieurs. En cas de choc violent, même avec un équipement de sécurité type airbag ou ceinture, la décélération peut être tellement importante qu'elle peut provoquer des lésions graves au niveau des organes, avec des hémorragies internes, des traumatismes des vertèbres ou des cervicales. De plus, on n'y pense pas assez, mais dans la voiture, dans n'importe quel véhicule d'ailleurs, on trouve souvent des objets dans les habitacles qui vont être projetés sur les occupants et qui peuvent les blesser. Alors, ce n'est pas forcément des gros objets. Une simple bouteille d'eau peut avoir des conséquences très importantes. Faut savoir que l'ONISR, c'est l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, constate que la gravité des accidents des véhicules utilitaires, donc les VUL de type camionnette, est plus élevée en moyenne. Or, ces véhicules sont essentiellement utilisés à des fins professionnelles. On a ensuite un risque qui va être un risque chimique, alors, qui va toucher tous les salariés qui conduisent régulièrement donc, en milieu urbain. On pense particulièrement à tous ceux qui vont être exposés aux gaz d'échappement de la circulation automobile, ou alors lors de remplissage de réservoirs avec les vapeurs de carburant ainsi que le benzène. Il faut savoir que ces vapeurs d'essence, elles agissent directement sur le système nerveux et peuvent provoquer des troubles graves de la formule sanguine. Donc voilà, parmi les risques chimiques auxquels les conducteurs sont susceptibles d'être exposés, il ne faut pas négliger ceux liés aussi à la nature du chargement et à une exposition aux émanations de ces chargements. On pense notamment à des fuites, à des déchargements qui pourraient se renverser ou des expositions accidentelles tout simplement. On aura ensuite les risques psychosociaux. Alors, les risques qui vont être liés plutôt aux contraintes professionnelles, donc ça va être l'organisation du travail, le respect des délais, qui est parfois très court. À tout ça va s'ajouter du stress dû à la conduite en elle-même, tout simplement, la vigilance permanente, les conditions de trafic ou de météo. Faut savoir que conduire pour le travail, ça expose à des risques de stress qui vont être chroniques, avec des conséquences sur la santé. On pense à la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil ou de l'alimentation, mais aussi tout ce qui va être TMS, les troubles musculo-squelettiques, les maladies cardiovasculaires ou accidents vasculaires cérébraux. Les risques de violence ou d'agression ne sont pas non plus négligeables dans certains secteurs. Là, on pense surtout au transport de fonds ou de cargaison qui ont une valeur marchande qui peut être parfois très importante. Il y a également donc les risques liés aux postures de travail, donc les TMS dont je vous parlais, les troubles musculo-squelettiques.
Donc, ça va affecter principalement le cou, les épaules et le dos. On va retrouver aussi au niveau circulatoire des maladies cardiovasculaires et digestives. De plus, il faut savoir que les passages rapides d'une position de conduite assise et immobile prolongée à une position debout, avec dans certains cas des tâches de manutention comme les chauffeurs-livreurs par exemple, ça peut être un facteur aggravant. On va ensuite avoir les risques physiques. Les risques physiques où le conducteur va être exposé aux vibrations du véhicule, avec un niveau d'exposition à ces vibrations qui va être lié à la vitesse moyenne de conduite, ainsi qu'au type de véhicule, à la motorisation, à la période de circulation. Il faut savoir que cette exposition, elle pourrait favoriser la survenue de douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il est également exposé au bruit, donc le moteur, encore une fois, la circulation. L'utilisation de la radio et l'ouverture de la fenêtre seraient aussi les 2 éléments qui augmenteraient le plus l'exposition au bruit, d'après une étude canadienne. Il y a donc un risque de perte auditive avec une perte auditive plus importante à gauche qu'à droite. Ça, on le remarque beaucoup pendant les entretiens qu'on peut faire quand on fait des audiogrammes chez les chauffeurs routiers. Souvent, il y a une perte effectivement qui est plus importante du côté gauche que du côté droit. Il faut noter aussi qu'une exposition à la chaleur en période estivale et avec des véhicules qui vont être non climatisés, ça constituera un risque qui sera avéré. Il faut savoir qu'à partir d'une température de 30 degrés à l'intérieur de l'habitacle, les capacités du conducteur, donc la vitesse de réaction, la vigilance vont forcément se trouver dégradées, ce qui peut provoquer des accidents. Alors, ces valeurs de température, elles sont très rapidement atteintes derrière le pare-brise. Enfin, il faut savoir que l'exposition à la lumière des phares, à leur réfléchissement sur les routes mouillées ou enneigées, peut engendrer de la fatigue visuelle également. Donc, le risque, il est vraiment partout. Alors, en termes de prévention, donc, on peut avoir plusieurs axes au niveau de la prévention en entreprise. Donc, le premier, c'est bien évidemment le document unique d'évaluation des risques professionnels qui permet d'évaluer les risques et de mettre en place des mesures de prévention. D'où l'importance d'intégrer le risque routier au document unique pour pouvoir après mettre en place le plan de prévention. On peut s'aider de la méthode VECO. Alors, la méthode VECO, c'est un outil qui peut être utilisé comme un audit qui permet d'analyser différentes situations, donc différents critères, le véhicule, l'environnement, le conducteur et l'organisation de travail. Donc, dans un premier temps, ça permet de poser des questions, par exemple, sur les véhicules, le choix de véhicules, qui fait l'entretien du véhicule, à quelle fréquence doit-il être réalisé. Au niveau de l'organisation, c'est qui va gérer la planification. Est-ce que les agents ou les salariés ont suffisamment de temps pour leur déplacement entre les différentes missions. Donc, on peut, à partir de cet outil d'analyse, en extraire les différents risques et donc établir un plan de prévention. En ce qui concerne les véhicules, le choix, le suivi, l'entretien. Au niveau de l'environnement, faire peut-être recenser des zones à risque, envoyer des messages en fonction des conditions de trafic, des conditions climatiques. L'organisation, donc établir des procédures de choix de véhicules, d'attribution de véhicules, des procédures au niveau de la déclaration des sinistres, par exemple, et par rapport aux conducteurs, des plans de formation, le suivi médical au niveau du service de santé. Donc, au niveau de la prévention, ce qui est important de retenir, les 4 points importants, c'est donc le document unique d'évaluation des risques professionnels, avec l'évaluation des risques et le plan de prévention. En s'appuyant ou non sur la méthode VECO, on peut utiliser d'autres outils pour l'analyse de ces risques.
le suivi de santé des salariés par les services de santé au travail qui vont permettre de mettre en évidence s'il y a des troubles visuels, s'il y a de probables addictions, s'il y a des pathologies qui seraient difficilement compatibles avec la conduite routière, et des plans de formation, de sensibilisation des salariés à mettre en place au niveau des entreprises. Alors, on a eu plusieurs... Ah, tu voulais dire autre chose? Pardon, vas-y Laetitia, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. T'as fini? Oui. Alors, il y a eu... on a plusieurs questions là, dont une, honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. À savoir, 2 salariés de 2 entreprises différentes se rendent sur un événement commun, par exemple un village de prévention. Ont-ils le droit de faire du covoiturage? Comment les responsabilités sont-elles engagées en cas d'accident de la route? Alors, du coup, moi, je pense à 2 choses. La première, ça va être que les 2 entreprises vont devoir forcément déclarer ça en accident de travail, en accident de la route. Maintenant, le conducteur, alors, il y a une loi qui s'appelle la loi Badinter, en fait. La loi Badinter, si vous voulez, par exemple, si on prend le cas d'une entreprise de déménagement où il y a un accident de la route dont la victime pourrait être le salarié passager du véhicule conduit par un autre collègue de travail ou par son employeur, ça donnerait lieu à une réparation complémentaire au titre de cette loi, justement. Cette loi, elle garantit à toutes les victimes d'un accident de la route d'être indemnisées à 100% par la responsabilité civile du conducteur qui va être responsable de l'accident des dommages subis. Donc, ça va être matériel, physique, psychologique, etc. De ce principe, ne vaut pas dans les cas de faute inexcusable. Par exemple, on peut penser à une intention suicidaire. Maintenant, dans le cas où tous les deux ne font pas partie de la même entreprise, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Mais on va aller le chercher et sans souci, on vous répondra pour cette question. Ensuite, l'autre question. Qui concerne le salarié qui suit un traitement médical avec un pictogramme rouge, du coup. Donc, le médecin prescripteur, donc le médecin traitant, prescrit le médicament normalement en connaissance de cause des risques du salarié. Donc, en fait, le salarié est tenu un petit peu d'expliquer son activité professionnelle, s'il est sur la route, combien de temps il doit conduire. Et donc, le médecin traitant évalue en fonction s'il peut prescrire ce médicament. Après, bien évidemment, quand le médecin du travail le voit, si le salarié ne tolère pas bien ce traitement et qu'il y a un risque de mise en danger de sa sécurité ou de la sécurité des autres salariés, il peut bien évidemment mettre une inaptitude partielle, le temps de réévaluation du traitement par le médecin traitant pour que ça soit mieux toléré, que le salarié puisse reprendre son poste sans danger. Et la conduite est-elle inscrite dans les pathologies exposant au TMS? Comme je l'exposais, effectivement, la conduite, elle entraîne de toute façon des TMS liés aux positions qui vont être assises de manière prolongée, un véhicule qui peut être peu confortable, ça peut créer les vibrations, tout ça, oui, effectivement, ça crée des TMS. Je pense que cette question était dans ce sens-là, j'imagine. Et voilà. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? En ce qui concerne le support, on ne peut pas vous fournir l'intégralité du support. Par contre, si vous avez besoin d'éléments spécifiques sur la présentation, il n'y a pas de souci. Vous nous dites un petit peu quels éléments vous auriez besoin d'approfondir et puis on vous fait passer les informations. Après, vous avez quand même la chaîne YouTube SSTMC où vous pouvez revoir le replay de ce webinaire, mais après, n'hésitez pas, vous nous mettez un petit message soit dans le chat, soit vous nous contactez par mail et on vous envoie les informations qui vous manquent. Du coup, on va couper le direct, mais on reste en ligne pour continuer à répondre à vos questions et voir pour approfondir si jamais on n'a pas répondu clairement à vos attentes.
On vous remercie pour votre attention. Très bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.